Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, 5e épisode des plus gros scandales sur YouTube. Et accrochez-vous bien parce que cet épisode, il est vraiment chargé en informations. D'ailleurs, je vais même pas perdre de temps avec l'intro, je vais juste vous balancer 3 disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, il faut savoir que le but de cette vidéo, c'est de revenir sur des conflits qu'il y a eu entre youtubeurs ou youtubeuses, tout simplement parce que, mine de rien, ces conflits font partie de l'histoire de YouTube. Le but de ces vidéos, c'est avant tout juste de retracer ces histoires-là, pas du tout de refoutre la merde. En deuxième disclaimer, il faut savoir que je vais parler que de 2 scandales dans cette vidéo parce que vous allez le voir que les histoires sont quand même assez lourdes en informations. Et surtout le deuxième scandale, qui d'ailleurs me conduit au 3e disclaimer, je vais parler du scandale de Villebrequin. Voilà, alors faut savoir que le scandale est assez récent et généralement quand je fais ce genre d'épisode là sur les plus gros scandales sur YouTube, je parle de scandales qui datent d'il y a maintenant pas mal de temps, mais personnellement je trouvais ça bien plus intéressant d'en parler dans un nouvel épisode des plus gros scandales plutôt que d'en faire une vidéo entièrement dédiée. Bref, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, on commence avec le premier scandale. Mais avant de vous présenter le premier scandale, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, MyHeritage. MyHeritage, c'est le premier service d'histoire familiale en Europe. Utilisé par plus de 90 millions d'utilisateurs, MyHeritage ne va pas seulement vous permettre de créer votre arbre généalogique, il vous permettra également d'avoir accès à des accessoires vous permettant de trouver l'histoire autour de votre famille. Et il faut savoir que MyHeritage est très facile d'utilisation. Tu as juste à rentrer les informations, mettre les photos, et en quelques minutes, tu te retrouves avec un arbre généalogique de ta famille. Mais au-delà de simplement créer son arbre généalogique soi-même, il est très facile de creuser sur ce site pour en savoir plus sur sa famille. Et oui, parce que MyHeritage a plus de 19 milliards de documents historiques pour vous aider dans vos recherches. D'ailleurs, en faisant des recherches, l'outil Smart et Record Matches m'ont énormément aidé. Et pour vous expliquer ce que c'est très simple, tu mets les informations des membres de ta famille et il va automatiquement chercher des informations sur le site qui ont pu déjà être données par d'autres personnes, mais également retrouver des documents officiels. Par exemple, après avoir fait mon arbre généalogique, on m'a proposé de remplir l'arbre du côté de mon grand-père sur 8 générations et c'est comme ça que j'ai pu savoir que mon arrière-grand-père avait été prisonnier durant la Seconde Guerre mondiale, comme le montre ce document officiel. Mais également, j'ai pu avoir accès au certificat de mariage de mes arrière-grands-parents qui a eu lieu le 30 janvier 1933. Et dites-vous que là, j'ai rien fait. On m'a juste suggéré automatiquement ces informations. Également, si vous avez des photos de vos ancêtres en noir et blanc, sachez que MyHeritage vous permet de coloriser vos photos noir et blanc en couleur. Vous avez juste à mettre la photo, attendre 5 secondes que la photo se colorise, et voilà, vous avez la photo en couleur avec un avant et un après. Donc, si créer votre arbre généalogique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, ça vous donnera le droit à 14 jours d'essai, sachez que quoi qu'il arrive, ça soutient de fou si vous cliquez dessus. Merci à toutes celles et ceux qui le feront. Bref, je peux maintenant vous présenter le premier scandale. Le 12 novembre 2017, le Grand JD sort un nouvel épisode de sa série phare, Fantasma, une nuit dans un vrai manoir hanté. Alors, quel est le but de cette série de vidéos? C'est très simple. En gros, il va dans des lieux dits abandonnés ou des lieux qui seraient hantés, et le but, c'est de passer directement une nuit là-bas pour savoir s'ils sont bien hantés. Et bref, le Grand JD est un habitué des urbex de nuit dans des lieux tout aussi insolites qu'inquiétants, voire même hantés, et généralement, il se passe pas grand-chose, alors qu'il y passe souvent la nuit complète. Alors, au cas où, pour la précision, ces vidéos sont vraiment cool et pas mal angoissantes, mais il fait partie des rares youtubeurs urbex pour laquelle la tension est bien là, mais les événements flippants, non. Il s'est toujours vanté d'être transparent avec sa communauté et rajoute aucun bruitage au montage ni aucun effet visuel. Mais rares sont les fois où il peut y avoir des événements paranormaux. Et c'est assez important de le préciser parce que dans cette vidéo, pour une fois, il n'est pas seul, et pour le coup, ça va avoir de l'importance. Pour cet urbex, il est accompagné de Jill, de la chaîne Silent Jill, qui fait aussi de l'urbex, et qui précise dès le début de la vidéo qu'elle a déjà réalisé une vidéo dans la maison qu'ils vont visiter. Qu'il s'y était passé plein de choses, tout aussi flippantes les unes que les autres, et surtout, elle n'a pu donner aucune explication à ce qui s'était passé. Ah, et je le précise, Jill a aussi fait une vidéo sur sa chaîne de cette même soirée, mais je vais la mettre de côté pour l'instant, vu que c'est quasi la même vidéo, seul le point de vue change, donc en soi, pas grand intérêt pour le moment. Donc une fois les présentations faites, Julien et Jill vont enfin pouvoir débuter leur exploration. Ah, et dernière précision qui aura énormément d'importance pour la suite de la visite, mais aussi et surtout des événements futurs, Julien et Jill sont accompagnés de Chris, le caméraman de Jill. J'ai oublié de vous préciser qu'on était 3, évidemment, il y a Chris qui est avec nous, et Jill et moi. On est 3 personnes. Alors, je vous passe vite fait tout ce qu'ils ont vécu cette nuit-là. S'il y a quelqu'un, frappez contre un mur. Calme-toi. Ok. Mais je veux qu'on s'en aille. Non, il y a clairement quelqu'un. J'ai entendu marcher. Mais ce qui est plutôt bien avec ces vidéos du Grand JD, c'est qu'à chaque épisode, la dernière partie de vidéo est consacrée au revisionnage et des bugs de ce qui s'est passé. JD prend le temps d'analyser tous les événements de la soirée et tenter de trouver des explications. Du coup, JD poste sa vidéo, vidéo qui fait quand même pas mal de bruit auprès de ses abonnés qui soupçonnent un fake,
même s'ils connaissent bien la réputation de Julien. Mais alors, que s'est-il passé lors du tournage de cette vidéo? Eh bien, le 23 novembre 2017, le Grand JD sort une nouvelle vidéo, l'explication du manoir hanté, dans laquelle il va nous expliquer tout ce qu'il a découvert après avoir posté sa vidéo Urbex et surtout nous dire d'entrée qu'il s'est fait prank. On a tous compris que c'était un prank. Après 2 semaines de travail, voici ma réponse et mon récit par rapport à toute cette histoire. Il va déjà nous révéler qu'avec des abonnés, ils ont réussi à prouver que l'ensemble des bruits qu'on pouvait entendre n'étaient que des enregistrements audio. Il y avait Michel le Tractopelle qui a fait un truc et Peck par exemple, ils nous ont montré qu'en fait les sons et les phénomènes que j'ai entendus, qu'on a tous entendus dans ce manoir, étaient en fait que des enregistrements audio. Donc du coup avec ces preuves, on peut directement virer l'hypothèse du paranormal. Mais du coup la grande question qui va se poser, c'est qui les a prank. Du coup, il va retourner sur le terrain. Alors, pas avec Jill et son caméraman Chris, mais avec un pote à lui. Et cette fois-ci, on ne sera pas sur un Urbex classique, mais plutôt sur de la surveillance et de l'infiltration. JD a ensuite passé quelques heures seul dans le manoir en pleine nuit. Et cette fois, rien. Et c'est environ 3 minutes de vidéo qui va lâcher une grosse info. Bref, on en arrive à une certitude avec tout ça, c'est que c'est forcément lié à Jill et Chris, étant donné que quand ils sont pas là, il n'y a rien qui se passe. Alors après, il faut savoir qu'il va quand même nuancer ses propos en émettant 2 hypothèses. À ce stade, il reste 2 solutions. Soit c'est Jill et Chris ou quelqu'un qui les piège à chaque fois. Et en soi, il va mettre très vite hors de cause Jill en prouvant qu'elle n'y est pour rien et qu'elle s'est fait piéger comme lui. Mais du coup, qu'en est-il de Chris, le caméraman de Jill? Eh bien, JD a analysé son comportement et il semble qu'effectivement, il a des réactions qui n'ont pas l'air logiques à certains moments. Ici, Chris demande à Jill de se rapprocher de moi. Et juste après, il donne cette info extrêmement bizarre. Là, on est au premier. On pourrait imaginer qu'il fait ça pour son montage. Le seul problème, c'est qu'à aucun moment dans la vidéo, il dit ça. C'est la seule et unique fois qu'il indique sa position. Et là où c'est étrange, c'est que c'est quelques secondes juste avant que la vitre se casse. Quand je décortique tout ça, mon hypothèse c'est Jill, rapproche-toi de Julien, indication, ils sont regroupés, au loin je suis derrière, je maîtrise. Et ensuite, on est au premier étage, indication claire et précise, comme si c'était le feu vert pour passer à l'action, pour faire quelque chose. Et justement, quelques secondes après, on entend les bruits de pas. Mais là, Chris dit, T'entends un truc? à voix haute, alors qu'on est en train de chuchoter. S'il y a quelque chose, machin, pourquoi il parle à voix haute? C'est très bizarre comme comportement, mais ce n'est pas tout. La vitre se brise, moi, je fonce vers le bruit, Jill est paniquée et stressée. Mais je peux comprendre, je veux qu'on s'en aille, je veux qu'on s'en aille. Il va y avoir un long moment de tension où j'étais en train de réfléchir de quoi faire, j'étais perturbé parce que j'entends des bruits en haut, en bas, j'essaie de trouver des solutions. Jill est totalement dans mon délire, on essaie de trouver, elle discute avec moi. Là encore une fois, elle est d'accord. Quand on parle, c'est des personnes, oui c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Cependant Chris, lui, je ne comprends pas du tout son comportement, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il est totalement détaché de cette situation. Il est en train de filmer un mur où je comprends pas, je sais même pas ce qu'il est en train de faire en fait derrière. Si vous regardez les images, je sais pas, il fait des plans de coupe. Et on sent clairement dans ses propos que Chris c'est la personne qui les apprend durant l'exploration. Enfin, durant les explorations, car oui, ils y sont retournés tous les 3 et ont eu le droit au même phénomène, d'où le fait que JD a finalement voulu y retourner seul. Donc Chris serait la personne par qui le prank a été réalisé, et le Grand JD nous donne pour preuve un SMS qu'il aurait reçu de la part de Chris. Chris nous a écrit à Jill et à moi pour nous informer avec un SMS que peut-être des potes à lui seraient derrière tout ça. Et par la suite, Chris aurait eu les aveux d'un pote. Dame qui, après une soirée barbecue avec Chris, soirée durant laquelle Chris aurait parlé de cet Urbex, il aurait décidé d'aller les prank. Oui, voilà, salut, c'est Damien ici. Donc, il y a Chris qui me demande de dire voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, on vous a piégé, tous les 3. Le pote aurait craqué en ayant connaissance des menaces de mort envers Jill, parce que oui, je vous l'ai pas encore dit, mais Jill, dans toute cette histoire, elle en a pris vraiment plein la gueule durant des semaines, alors qu'elle n'y était pour rien dans toute cette histoire. Voilà, il y en a même, dites-vous, qui sont allés la menacer de mort. Comment on peut en arriver à ce point-là? Donc voilà, pour ce qui est de l'explication fournie par le Grand JD, il va d'ailleurs ensuite renommer sa vidéo en le meilleur prank de 2017, et ensuite, fin de l'histoire. Sauf que 2 choses. La première, c'est qu'un grand nombre de vidéos ont été faites sur le sujet afin de tenter de débunk les phénomènes, mais aussi des urbex. Et il y en a une qui est importante à mon sens, c'est celle de la chaîne de Mamie Twink. Alors, Mamie Twink, c'est une chaîne YouTube qui a aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés et qui en avait quasi 700 000 à l'époque. Sur leur chaîne, on peut retrouver des histoires de guerre, mais aussi des explorations de lieux abandonnés. D'ailleurs, ils ont déjà fait une vidéo en collaboration avec le Grand JD, vidéo dans laquelle ils ont passé une nuit dans un hôpital abandonné. Et donc, quelques temps après la vidéo du Grand JD et Silent Jill, Mamie Twink s'est donc rendue sur place, dans le manoir abandonné, cette fois en plein jour,
jour et ils vont croiser un jeune qui va leur dire ceci. Je suis venu il y a 5 mois et j'ai entendu les toc-toc quoi. T'as entendu les toc-toc il y a 5 mois? Ouais, j'entendais ça, ouais. Mais genre les mêmes à l'étage? Ouais, c'est pour ça que j'en ai voulu revenir parce que... Donc en gros, si on en croit cette personne, soit il s'agit d'événements surnaturels, soit il s'agit d'un prank qui est fait à celles et ceux qui visitent ce lieu sans forcément viser le Grand JD ou encore Silent Hill. Dans la suite de leur vidéo, ils vont croiser un couple qui a l'habitude depuis plusieurs années de visiter le manoir. Et le mari va leur faire une révélation assez surprenante. Il y a eu une vidéo qui est sortie dimanche sur ce lieu dans laquelle il se passe des choses très bizarres. Bah oui, mais bon, moi ça on le sait, hein, c'est reconnu. Hein. Bon, ça a été squatté pas mal de temps aussi, et puis je viens de plus en plus souvent ici, et je vois que ça se dégrade de plus en plus. Bah ça fait mal au cœur, non? C'est étrange. Moi j'ai fait pas mal de photos assez étranges ici aussi. Ouais. Ils vont par la suite continuer leur exploration et nous livrer leurs conclusions. Aujourd'hui, avec le recul et les éléments trouvés sur internet, on peut dire qu'il s'agit d'une mise en scène. C'est certain qu'il n'y avait pas de squatteurs qui vivaient là-bas et c'est quasiment impossible qu'il s'agisse d'autres explorateurs qui étaient là pour faire du bruit. Parallèlement à cette vidéo, GusDX a lui aussi sorti non pas une, mais 3 vidéos dans lesquelles il débunk les bruits que l'on peut entendre dans la vidéo initiale de JD et nous démontre que les bruits de pas que l'on peut entendre à plusieurs reprises sont bien ceux d'une bande son disponible sur le net. Donc en gros, ça c'était la première chose. Mais maintenant que je vous ai donné le point de vue de JD, laissez-moi vous donner le point de vue de Jill de la chaîne Silent Hill. Et oui, il est quand même super important parce que même si l'on sait que JD est intègre et ne mettrait jamais en l'air sa réputation pour une vidéo YouTube fake, eh bien il est aussi probable que ce soit le cas de Jill. Ce que je veux dire, c'est que si JD a accepté de faire cette urbex avec Jill, c'est qu'il sait qu'elle est réglo et qu'elle est intègre dans ses vidéos. Et JD lui dit lui-même. Jill n'y est pour rien dans cette histoire. Alors, faut savoir que le point de vue de Jill a été posté 2 ans après la sortie de leurs 2 vidéos respectives sur le manoir. Elle commence bien évidemment par nous expliquer pourquoi avoir attendu si longtemps avant de donner sa version des faits. J'ai fait l'autruche. J'ai fait l'autruche pendant 2 ans pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que j'ai véritablement vécu un enfer suite à la sortie de cette vidéo. 2 ans où j'ai vraiment vécu des choses horribles. Et donc, pendant 2 ans, j'ai préféré faire l'autruche parce que j'avais tout simplement pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et j'en ai marre, en fait. Là, je suis arrivée à un point de saturation. Et j'estime avoir le droit de parler. J'idolâtre Julien. C'est genre, pour moi, le mec avec le plus de couilles au monde. Je trouve qu'il fait un travail exceptionnel. J'adore son contenu, j'adore ses vidéos. C'est un honneur pour moi de l'avoir dans une de mes vidéos. Et jamais, au grand jamais, je me serais permise à aucun moment de faire quoi que ce soit qui aurait pu ternir son image. Elle va ensuite nous raconter l'état d'esprit dans lequel ils étaient, que ce soit elle, Chris ou encore Julien à la sortie du tournage. Au moment où Julien a sorti sa première vidéo, il s'est fait assaillir de messages de ses abonnés ou bien d'autres youtubeurs qui ont dit « Mec, c'est impossible, c'est beaucoup trop gros. Ce qui se passe, c'est beaucoup trop gros. Ça n'est arrivé à personne d'autre avant. C'est impossible que ça arrive. » Pourtant, on y croyait tous les 3 à ce qui s'était passé. On y croyait vraiment dur comme fer à ce qui s'était passé. Et je pense, moi, personnellement, que Julien a pris peur. Julien a pris peur pour sa propre crédibilité sur sa chaîne. Et parce que pour la première fois, il n'avait pas de réponse à des événements qui se sont produits. Et ce qu'elle dit là, c'est totalement vrai. On le voit bien dans l'analyse de l'épisode faite par JD, il demande de l'aide à sa communauté pour tenter de comprendre ce qui se passe. Alors, comme on peut le voir dans la vidéo de tournée de jour par Mamie Twink, le manoir est très grand, et quiconque connaît un peu le lieu ou aurait même fait une reconnaissance quelques heures plus tôt, aurait pu se cacher en dehors de la maison ou même sur la terrasse du toit. Parce que oui, il y a bien une terrasse sur le toit qu'on ne voit pas dans la vidéo du grand JD. Mais en vrai, ça change rien au fait qu'à la sortie du tournage, ni Jill, ni JD n'ont de réponse au phénomène passé ce soir-là. Et en fait, là, on est surtout sur le principe du rasoir d'Occam, qui dit, pour schématiser, l'explication la plus simple est généralement la bonne. Ici, l'explication la plus simple, c'est le prank ou encore le squat, mais en aucun cas des événements paranormaux. Et c'est exactement la façon de penser de JD, aussi bien dans ses vidéos où il est seul qu'ici. Et comme je viens de vous le montrer, Jill nous explique. Et je pense, moi, personnellement, que Julien a pris peur. Julien a pris peur pour sa propre crédibilité sur sa chaîne. Et parce que pour la première fois, il n'avait pas de réponse à des événements qui se sont produits. JD n'avait pas de réponse parce qu'il croyait à l'histoire du prank, mais il n'a pas trouvé de preuves. Et concernant Jill, son explication la plus logique, c'est que ce manoir est hanté. Moi, la version que cette maison, que ce manoir est hanté, j'y crois toujours. J'y crois toujours et je reste persuadée que cet endroit est putain hanté par un truc horrible. Je suis sûre qu'il est arrivé des trucs horribles dans cette maison, je le sens dans mes tripes. Et je peux vous assurer
que tout ce qui s'est passé sur les lieux et tout ce qui s'est passé à chaque fois qu'on a filmé, c'est réellement passé. Et je le jure sur la vie de mes 3 enfants, je n'ai aucune connaissance d'un complice. Alors là, c'est assez bizarre parce que Jill vient de nous dire qu'elle n'a aucune connaissance d'un complice. Sauf qu'en fait, Dame, qui était le pote de Chris, il avait pourtant avoué avoir piégé Chris, JD et Jill. Et d'après Jill, c'est un peu plus compliqué que ça. La première vidéo sort, ça fait un bad buzz de ouf. Julien décide de faire une vidéo d'explication et là, fâché de tout ce qui se passe en fait, je pense qu'il a été blessé par rapport à ça et donc, très clairement, il a fallu qu'on trouve un coupable. Parce qu'il a fallu... Julien voulait absolument faire une vidéo d'explication en donnant une explication. Explication qu'on n'avait pas. On a inventé un coupable. L'audio, c'est le beau-père de Chris qui le fait. En inventant un possible prank, machin, qu'il est venu, etc. Alors que tout ça est totalement faux. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas d'explication sur ce qui s'est passé là-bas. Et en vrai, quand on y pense, la vidéo du manoir et tout ce qui a suivi, ça pourrait limite faire une série Netflix. Parce que si on résume bien, Silent Jill tourne une vidéo dans un manoir dans lequel elle vit des événements paranormaux. Le Grand JD et Silent Jill tournent ensemble une vidéo dans laquelle ils vivent également des phénomènes paranormaux. Un debunk est fait par les internautes et ils ont conclu que c'est un prank. Le coupable se dénonce, mais en fait, le coupable a été inventé de toutes pièces pour trouver une explication rationnelle à JD. Et dites-vous qu'on est quand même resté 2 ans avec la version de JD, à savoir un certain Dame qui les aurait prank. Mais du coup, qui croire? Malheureusement, j'ai bien l'impression qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. En fait, si je devais résumer tout ça, je pars du principe que Jill et JD juste ne perçoivent pas le rasoir d'Occam de la même manière. Pour Jill, on est sur une explication surnaturelle parce que son vécu la pousse à croire à des événements surnaturels, là où pour JD, l'explication la plus logique est le prank. Vu qu'ils n'ont pas la même façon de voir les événements vécus ensemble, ils ne seront jamais d'accord. Du coup, ils nous laissent avec chacun leur point de vue. Et forcément, après, ça dépend de vous. Quelle est, votre logique? Est-ce que c'est surnaturel ou est-ce que ça ne l'est pas? En revanche, il y a une chose qui est sûre, et ça devrait mettre tout le monde d'accord. Cette vidéo qui est sortie sur nos 2 chaînes ne méritait absolument pas le lynchage que je subis depuis 2 ans. Ça ne méritait absolument pas le harcèlement que je subis depuis 2 ans, les commentaires ignobles que j'ai lus à mon sujet, des menaces de mort, des menaces de brûler ma maison, des menaces de vie, des menaces de me retrouver, Personne ne mérite ce que j'ai vécu, surtout quand vous n'avez rien fait. Et bref, maintenant que je vous ai parlé du scandale autour du Grand JD et Silent Jill, laissez-moi vous parler d'un scandale qui est très récent pour le coup et qui vise directement un duo de youtubeurs, la chaîne YouTube Villebrequin. Alors Villebrequin, c'était une chaîne YouTube centrée autour de l'automobile, sauf que il y a une petite différence avec les autres chaînes YouTube centrées autour de l'automobile, c'est le fait qu'ils ont réussi à changer la vision du monde. D'un truc qui était peut-être paru pour les beaufs et trop de niche, ils l'ont ouvert à toutes et à tous avec énormément de néophytes qui ont commencé à regarder leurs tests de voiture, leur Vultech, où ils expliquent des termes et éléments automobiles. On n'était pas sur des simples vidéos de voiture, mais sur des réponses à des questions simples. Comme par exemple, qu'est-ce que ça fait si on prend un Dodan à 170 km/h, on passe la première à 130 km/h, on percute un mur à 150 km/h, ou encore on met des ailes sur une voiture, est-ce que ça vole? Pourquoi on a fait ça? Je sais pas, mais c'était marrant. Toutes ces questions ont maintenant une réponse grâce à ce duo qui était Villebrequin. Du coup, au-delà des voitures, Villebrequin, c'était un duo de choc, Sylvain Live et Pierre Chabrier, 2 potes qui s'étaient rencontrés lors d'un covoiturage en 2016, pour ensuite décider de lancer leur chaîne YouTube le 5 janvier 2017. Alors, vu que je suis pas très voiture, je me suis un peu renseigné sur le pourquoi le nom Villebrequin. Et en gros, le Villebrequin, c'est tout simplement un dispositif mécanique. Voilà. Et personnellement, je trouve que ça sonne plutôt bien. En soi, ça aurait pu être bien pire. Voilà, c'est mon frère qui a eu l'idée. Et bref, ils postent leur première vidéo le 23 juillet 2017 dans laquelle ils vont faire de la première voiture de Sylvain, une 106, un cabriolet. Et en fait, tu sens que dès le départ, avec 0 budget, ils avaient quand même pas mal d'idées. Et c'est après quelques vidéos tests de voitures animées par Sylvain avec un Pierre très souvent dans l'ombre qu'ils vont décider de partir en couille. Ils vont tout simplement essayer de prendre un Dodan à 130 km/h. Et comment vous dire, c'est pas que la vidéo a bien marché par rapport aux vidéos essais qu'ils nous avaient proposées jusque-là. Non. Là, la vidéo, elle va littéralement cartonner. À partir de ce moment-là, plus rien ne va arrêter l'ascension de Pierre et Sylvain, et Villebrequin va devenir une des plus grandes chaînes du divertissement en France. S'en suivront des vidéos plus simples de type essai et facecam, où ils parleront simplement de voitures, et ça continuera à fonctionner jusqu'à ce jour, 2 décembre 2018.
Et oui, nous y sommes enfin, l'une des plus belles aventures de la plateforme, la découverte et la création du multiplat. Un mois et demi plus tard, le 17 février 2019, Pierre et Sylvain vont enfin nous donner des nouvelles de cette voiture d'exception en publiant la vidéo Fiat Multipla, notre plus belle création. Et en gros, pour faire simple, ils vont la tuner avec des objets trop peu chers pour être de qualité. Donc le site, on parle bien du site où il y a 50 milliards de pièces tuning pour environ 1 balle, qui en a aucune de qualité, mais que de toute façon on n'a pas de budget, donc c'est pas grave. Et disons-le, hein, à ce niveau-là de l'histoire de Villebrequin, aucune chance que cette voiture soit au cœur d'une brouille sans précédent dans l'histoire de YouTube. Et pourtant, 4 ans et demi plus tard, non seulement cette voiture sera l'un des objets les plus chers appartenant à une chaîne YouTube française, mais il sera l'élément central d'une grosse brouille publique entre Sylvain et Pierre. Mais vous savez quoi, on va pas aller trop vite pour le moment, puisque cette voiture n'en est qu'au stade de jouet pour adultes sans grand intérêt ni valeur. S'ensuit une vidéo contrôle technique dans laquelle on apprend sans grande surprise que le multiplat ne le passe pas, puis une seconde session tuning, puis un covering façon Ferrari. Et en vrai, déjà à ce stade-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a quand même de la gueule. D'ailleurs, le projet multiplat aurait dû s'arrêter là, si on en croit la fin de la vidéo du 5 décembre 2019. On cherche encore cette putain de piste d'aéroport où on peut accéder et faire notre projet du futur. Et à partir de là, le multiplat pourra rejoindre le ciel puisqu'il aura accompli sa mission. Et on pourra passer à un autre projet. Sauf qu'en fait, c'était très loin d'être fini. C'est le 24 septembre 2020, soit près de 10 mois sans nouvelles du multiplat, que Villebrequin sort la vidéo qui va retourner YouTube. Dans cette vidéo de plus de 25 minutes, Pierre et Sylvain nous annoncent que le multiplat va faire 1000 chevaux minimum. Et quand tu vois la puissance de la voiture en l'état, tu sais déjà que ça va être un projet titanesque, mais qui va être incroyable. D'ailleurs, pour prouver que ce projet est énorme, eh bien ils ne vont pas hésiter à nous donner quelques chiffres. Et vous allez le voir, c'est effectivement un projet titanesque. Alors déjà, ils nous annoncent que le multiplat leur a coûté entre 500 et 800 euros. Ce qui est quand même, on peut le dire, assez cher pour une épave affichant 330 000 km au compteur. Mais c'est le centre du projet. Donc on va dire que c'est pas déconnant. Sauf que, eh bien, ils ont dû acheter une seconde voiture qui, elle, pour le coup, est surpuissante et qui va servir de voiture donneuse. En gros, ils vont y récupérer son moteur. Et cette voiture, une Chevrolet Corvette C7 Z06, qui sera présentée un peu plus tard sur leur chaîne, leur aurait coûté entre 35 000 et 40 000 euros. Du coup, ce moteur surpuissant, il va falloir le transvaser dans le multiplat. Et là, ils estiment que ça va prendre entre 300 et 400 heures de travail. Ils estiment donc qu'il leur faudrait 50 000 euros pour réussir le pari de passer d'un multiplat qui ne passe pas le contrôle technique à une voiture dépassant les 1000 chevaux. Parce que quand même, quand on y pense, 1000 chevaux, ça fait beaucoup. Oui, c'est encore mon frère qui a trouvé cette blague. Désolé. Et bref, leur page de financement participatif est lancée et en fait, l'objectif des 50 000 euros demandés a été atteint en 2 heures seulement. Ils ont ensuite récolté 300 000 euros en l'espace de 24 heures, ce qui est un record en Europe. En vrai, je pense que tout le monde voulait voir ce multiplat, mais c'est aussi parce qu'avec ce palier du million, eh bien Pierre et Sylvain s'étaient engagés à organiser le Villebrequin Merguez Tuning Show, qui était un événement auto autour du multiplat. Et en vrai, ce qu'on peut dire, c'est que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le duo. Le multiplat va enfin voir le jour, les vidéos font de plus en plus de vues, les concepts sont de plus en plus fous, et après plus de 2 ans de travail, Ça y est. Je sais pas quoi dire plus tard parce que là je retiens un petit peu. Il est incroyable. Par la suite, ils vont faire une vidéo qui teste la puissance de la voiture, une vidéo qui teste la voiture sur circuit, et entre-temps, ils ont aussi tiré avec différentes armes dans un réservoir pour voir s'il explose, et ça a plutôt mal tourné. Ils ont aussi fait voler une BMW sur plus de 60 mètres avec plus de 156 mètres de rebond, et ils ont également présenté l'émission Top Gear France sur RMC Découverte. Comme je vous l'ai dit, tout leur projet avance et tout semble se passer à merveille. Mais le 7 décembre 2023, c'est la surprise. Nous vous annonçons aujourd'hui, de façon très sérieuse, que le programme Villebrequin, que vous avez connu ces 5 et quelques dernières années, s'arrête. Dans cette vidéo de 29 minutes, Pierre et Sylvain vont nous expliquer les raisons de cet arrêt qui est soudain pour nous les viewers, mais qui semble être, d'après leur dire, réfléchi depuis un moment. Pour vous résumer les raisons, Villebrequin est devenu trop gros trop vite pour eux, et c'est devenu assez invivable à gérer au quotidien. Jamais de vacances, jamais de répit mental, c'était devenu trop pesant pour eux et leur famille. Alors j'ai quand même remarqué quelque chose d'assez intéressant dans cette vidéo de fin, c'est le fait que Pierre est quand même plus joyeux que Sylvain. C'est lui qui rebondit souvent avec des blagues, c'est lui qui gesticule le plus, mais surtout, c'est lui qui donne un grand nombre des explications du comment, du pourquoi. Et bref, ils ont tous les deux leur projet, et même si Villebrequin est fini, Pierre et Sylvain vont continuer à travailler chacun de leur côté, mais aussi et surtout rester potes. Mais il y a tout de même un point important qui va aussi être abordé dans cette vidéo, le multiplat. Ils vont nous expliquer que le projet qui a été initialement décidé pour le multiplat, eh bien c'était de l'exposer dans un musée. Le multiplat, l'objet en tant que tel, on aimerait qu'il reste accessible pour beaucoup de gens et que vous puissiez le voir. C'est pour ça que là, le projet qui se dessine le plus, c'est de l'exposer dans un musée. En tout cas, un endroit auquel vous pourrez avoir accès. Peut-être un jour, on essaiera de s'arranger pour l'avoir. Comme les enfants en garde partagée, une semaine sur 2. Le bordel à chaque fois. Oh putain, c'est encore le père Lévy qui se fait livrer le multiplat. Oh non, merde. Incroyable. Pour la suite des événements, concernant Pierre, on partirait plus sur du
divertissement. Et côté Sylvain, eh bien du vilebrequin, mais 4-5 ans auparavant. Plus light, plus facile à mettre en place. Donc, ce 7 décembre 2023, c'en est terminé de vilebrequin. Et entre tous ces merci à toi. Bah, évidemment, merci à toi frérot. Cette belle aventure. Bah ouais. Les moments n'ont pas toujours été toujours faciles. Cette fin n'est pas forcément celle qu'on aurait voulu, en tout cas au début. Mais c'était pas mal. Mais comme le dit Pierre, Évidemment, Sylvain Live et Pierre Chabrier n'ont peut-être pas fini de vivre des choses ensemble. on peut dire quand même que Pierre a été sacrément visionnaire à ce moment-là. Alors, c'est sans doute pas ce qu'il visait, mais la suite des événements lui donnera raison. Ils vont vivre une autre aventure ensemble, un divorce difficile. Et oui, parce que dans ce divorce, il y a un objet qui va créer l'une des embrouilles les plus médiatisées du YouTube français, le multiplat. Et en vrai, difficile, parce qu'on peut pas couper une voiture en deux. Si effectivement on peut, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Il va leur être difficile de couper en deux une voiture à plus d'1 million d'euros de financement. Et j'ai même envie d'ajouter qu'il va être difficile de couper en 20 447 une voiture à plus d'1 million d'euros de financement. Et oui, parce qu'il y a eu plus de 20 000 contributeurs sur leur page de financement participatif. Du coup, ok, hein, il est prévu que cette voiture finisse dans un musée, mais on sait ce qui se passe dans un divorce. Quand il y a de fortes sommes matérielles en jeu, ça finit quasiment toujours par partir en sucette. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en off avant que ça ne vienne sur le devant de la scène, directement sur YouTube, le 15 août 2024 à 18h15. Je vais vous faire un essai du multiplat. Il est de retour. Dans sa vidéo Il est de retour, Sylvain nous annonce le retour du multiplat, sans le covering rouge vilebrequin. Et vous en doutez bien hein, que Sylvain ne pouvait pas revenir comme ça avec le multiplat sans nous donner quelques explications. Je crois que vous êtes au courant, mais la chaîne Vilebrequin est terminée. Sur la chaîne Vilebrequin, il restait quelques éléments, principalement des objets. Et au milieu de ces objets, il restait le multiplat. Quand on a fait le projet multiplat, le concept initial, c'était d'en faire profiter les gens. C'était de le faire rouler. Alors oui, c'est des frais, oui, c'est compliqué à sortir, mais je trouve qu'il le mérite. Donc en gros, l'idée, c'était de faire rouler cette voiture plutôt que de la laisser dormir dans un musée. Et en soi, bah, ça semble assez logique comme point de vue. Sauf que, au moment où cette vidéo a été postée, Pierre sort une vidéo qui explique tout ce qu'il a vécu depuis l'arrêt de la chaîne Vilebrequin. Alors, je vous le dis d'entrée, hein, je vais pas traiter de tous les sujets de sa vidéo. Déjà parce que bah, vous l'avez sûrement déjà vu, mais aussi parce que certains des éléments dont parle Pierre sont de l'ordre du privé. Il commence par nous expliquer que ça fait quelques mois qu'il ne dort plus. Il en peut plus de souffrir et nous annonce qu'il nous doit la vérité. Ce qu'il va nous annoncer ensuite est assez grave et inattendu quand on a encore en tête la vidéo d'adieu de Vilebrequin. Parce que oui, cette vidéo était certes des adieux, mais elle avait à certains moments un ton assez léger, voire fun. Et là, quelques mois après, Pierre va nous annoncer une terrible nouvelle. Et un soir où je rentrais d'une soirée chez des amis et en fait j'étais sur la route et il pleuvait des trombes d'eau et j'étais au volant et je me suis vu en fait espérer sincèrement du plus profond de mon être que je fasse un aquaplaning, que je fasse une sortie de route. J'ai sincèrement souhaité, les yeux pleins de larmes avec la pluie sur le pare-brise qui me permettait de ne plus rien voir de ce que j'avais devant moi, que juste ça s'arrête s'il vous plaît. C'était trop douloureux, trop dur de vivre cette injustice dont on va parler. Dans tout ce passage, il y a un mot que personnellement j'ai retenu qui pour moi a énormément d'importance, le mot injustice. Et il y a deux sujets qu'il va aborder justement pour mettre en avant ce mot. Le premier sujet, c'est l'annulation du contrat en CDI de la compagne de Pierre. Pierre a intégré sa compagne dans la société parce qu'ils étaient, semble-t-il, eh bien à la recherche d'un profil comme le sien. J'ai même intégré des personnes qui m'étaient chères dans l'aventure de Vilebrequin. Ma copine, que j'ai ramenée dans cette aventure, dans la dynamique dans laquelle nous étions, où nous avions besoin rapidement de ce profil. Pour rentrer un peu plus dans le détail et vous expliquer cette situation au mieux, pour ne pas prendre de risques et ne pas imposer mon choix, nous avons décidé de la prendre en CDD. Et ça s'est tellement bien passé que nous l'avons renouvelée une fois, puis 2 fois, et ne pouvant la renouveler plus de 2 fois, rapport au code du travail où nous devons transformer ce CDD en CDI. Nous lui avions promis avant la fin de ce 2e CDD de la passer en CDI, car dans une structure comme celle-ci où nous sommes tous les 2 dirigeants, nous ne pouvons pas prendre une décision comme celle-ci seuls. Eh bien, quelle ne fut pas nos surprises, la sienne d'abord, mais ensuite la mienne, que son CDI n'était en fait plus envisagé. À 2 jours de la fin de son contrat de CDD, elle a reçu un appel, dont je n'étais évidemment pas au courant, lui signifiant que non, nous ne la reprendrions pas, sans évoquer aucun motif. Et je n'ai ni été consulté, ni su comment réagir, puisqu'il restait 2 jours, nous étions en tournage. Je ne comprends à l'heure actuelle toujours pas, et elle non plus, les vraies raisons de cet arrêt de collaboration. Alors, je tiens quand même à préciser que tout ce qui a été fait, à savoir les 2 CDD et le fait d'appeler justement cette personne 2 jours avant la fin du CDD pour la prévenir qu'il n'y aura pas de CDI, bah, c'est totalement légal. Seulement, même si, comme le dit Pierre, ils sont 2 à diriger Vilebrequin, bah, d'après les informations qu'on peut trouver sur leur société, Pierre est le directeur général et Sylvain le président. Sylvain est donc totalement légitime et libre de prendre seul ce type de décision. Après, il est quand même important de rappeler qu'on parle d'une chaîne YouTube et qu'on parle pas vraiment d'une société comme on peut en voir partout. Donc forcément, quand il se passe ce genre de choses,
Même si c'est légal, si nous les viewers on l'apprend, on va pas forcément trouver ça très moral. Le second point est bien évidemment le rachat du Multipla par Sylvain. Aujourd'hui, il a tenté de me prendre la dernière chose qui restait vraiment de cette aventure qui nous appartenait encore à tous les deux. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo, parce que le Multipla, vous devez savoir ce qui se passe avec, vous devez être tenu au courant de tout ça. Et si je suis la victime, vous pouvez l'être aussi. Et c'est pour ça que je vais me battre et que je vais pas laisser les choses se faire comme ça. Le Multipla resterait la propriété de Villebrequin, donc de nous deux, à 50-50, je le répète, pour dans un premier temps l'exposer dans un musée pour que vous puissiez en profiter, le temps que nous décidions de savoir quoi en faire. J'en suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même, le Multipla, qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai encore espoir en la justice et la procédure a donc été annulée, le tout dans le but de pouvoir faire ça proprement et j'aimerais vraiment que ça se passe de la manière la plus simple, à savoir en négociant comme des adultes. Et d'ailleurs on en reparlera un petit peu plus tard du Multipla et de son prix, vous inquiétez pas. Et en mettant en parallèle la vidéo de la fin de la chaîne Villebrequin et la vidéo de retour du Multipla, on pourrait se dire que Pierre se sent mal et se sent trahi par le rachat du Multipla par Sylvain, mais en réalité ce n'est pas le cas. Et oui, parce que ce point possède deux sous-parties. La première partie, c'est le comportement de Sylvain sur les tournages et dans la gestion de la société Villebrequin, à tel point que Pierre aurait été contraint de mettre fin précipitamment à Villebrequin. Sauf qu'à la base, pour Pierre, l'arrêt de Villebrequin s'est fait de façon trop soudaine. C'était pas sa volonté. Il voulait que Sylvain et lui ouvrent chacun leur chaîne respective, commencent à proposer du contenu pour ensuite arriver tout en douceur à l'arrêt de leur chaîne commune. Cependant, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont ça s'est déroulé et je n'ai malheureusement pas eu le choix que de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. C'est-à-dire brutalement et de façon parfaitement inattendue, pas calculée du tout de mon côté. Ou alors arrêter, comme ça nous a été conseillé par tous les gens qui étaient autour de nous à ce moment, faire une transition plus douce, en ouvrant déjà nos chaînes, en vous montrant le contenu qu'on pouvait faire, chacun de nos côtés, en même temps, à côté de Villebrequin, pour que vous ayez une transition plus douce, nous aussi, et qu'on puisse mieux préparer notre après professionnel, tout simplement. Et je me suis vu opposer une phrase aussi simple que celle-ci: si j'arrête de tourner, toi tu ne peux plus tourner, alors c'est fini. Oui, j'ai dû me résoudre à effectivement dire oui. Et effectivement, c'est fou de se dire qu'ils arrêtent une chaîne à plus de 2,6 millions d'abonnés du jour au lendemain, sans même avoir pris le temps d'assurer leurs arrières. Dans sa vidéo, Pierre va mettre en avant le comportement que pouvait avoir Sylvain sur les tournages, au téléphone, en bref dans la vie, et ça, j'avoue que j'ai pas trop envie d'en parler, parce que je les connaissais pas personnellement, et n'ayant jamais travaillé ni avec eux ni pour eux, juger de ça, c'est assez difficile. Alors effectivement, il y a pas mal de on-dit autour de Villebrequin, des on-dit qui étaient d'ailleurs déjà d'actualité quand Villebrequin était toujours actif, mais du coup, c'est pas à moi de juger si Sylvain était ou non invivable au quotidien. Je vais quand même juste vous partager une anecdote que moi personnellement je trouve très drôle de Thomas Dezer. J'ai un vrai truc moi en vrai, c'est que l'autre fois quand même, j'allais faire mon spectacle à Angers, il y avait Sylvain qui était là 20 minutes avant le spectacle, on lui a dit ouais si tu veux je t'invite, tu peux rester, il est parti. Mais vous savez quoi maintenant, revenons au Multipla et à son prix de rachat par Sylvain. Il a dû se dire que tant qu'à essayer de la mettre, autant le faire bien. J'ai donc découvert la somme du montant de ce rachat complètement dévaluée par rapport à la somme que vaut vraiment le Multipla, que vous avez payé, évidemment, et surtout qu'il vaut réellement à l'heure actuelle, avec toute cette plus-value, rapport à sa notoriété, etc., qui ont évidemment été parfaitement négligés, qui ressemblent à un beau doigt d'honneur. Alors, pour rappel, la Fiat aurait coûté environ 500 €, la voiture donneuse environ 40 000 €, et la cagnotte en ligne ayant rapporté plus d'1 million d'euros, en partant du principe que, comme il est écrit sur ce diagramme circulaire, 32% allaient dans la conception de la voiture, eh bien on se doute que la valeur de cette voiture est au bas mot d'au moins 400 000 €. Et tout ça, je le précise, sans compter sa notoriété. Alors, vous commencez à me connaître, j'ai fait mes propres recherches, et on a trouvé quelque chose qui pourrait correspondre justement à la vente du Multipla de la société Villebrequin. D'après les comptes sociaux de 2023, on peut voir dans la partie immobilisation corporelle plus de 340 000 €. Et en gros, les immobilisations corporelles, ce sont des biens matériels que l'entreprise utilise pour exercer son activité de manière durable. Et pour cette société, la Multipla ne faisant pas partie d'un bien prévu à la vente immédiate, eh bien elle remplit ce critère. Et en regardant les chiffres, ce que je peux vous dire, c'est que la Multipla s'est vendue entre 100 000 et 340 000 €. Alors, on peut pas savoir exactement parce que si ça se trouve, dans ces 340 000 €, il y a eu des ventes autres que le Multipla, mais au moins, vous savez un petit peu plus précisément le chiffre. Concernant toujours le Multipla, Pierre nous annonce que Sylvain l'aurait racheté sans son accord. Qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Eh bien, laissez-moi vous partager le passage de la vidéo de la chaîne Vous avez le droit qui explique très clairement le problème. Seulement, nous sommes dans un cas particulier. Il s'agit d'une vente et elle entre parfaitement dans les attributions du président de la société. Mais en l'espèce, l'acquéreur est aussi le président lui-même. Les associés doivent ensuite approuver le contrat. Et c'est là que ça se complique. Lorsqu'ils ont créé la société, Pierre et Sylvain ont décidé d'être
co-dirigeants à parts égales. C'était une erreur. En cas de conflit, lorsqu'il n'y a que 2 associés et qu'ils sont à parts égales, toute prise de décision entre eux devient impossible. Mais en attendant, la vente est valide et la Multipla appartient maintenant à Sylvain. En cas d'absence d'accord, la solution ne pourra venir que d'une décision de justice. Autre point évoqué par Pierre, c'est le fait que Sylvain a dû se réouvrir au feat et a dû, d'après les dires de Pierre, inviter des créateurs qu'il n'aime pas. Et d'après mes recherches sur sa chaîne, il pourrait s'agir de Jilcy, Anna Honner, Sosomanes, Maxime Biaggi, Jérôme Niel ou encore Monsieur Poulpe. Voilà. Et en soi, bon, j'ai rien à dire de plus sur ce sujet. Et dernier point évoqué par Pierre dans sa vidéo, les contrats qu'aurait fait signer Sylvain à certains de leurs anciens collaborateurs de Villebrequin. Lorsque nous avons arrêté, nous avons cessé de nous parler et j'ai donc appris par le biais d'intermédiaires des amis communs, très proches à nous deux, qui m'ont rapporté des faits surprenants, et le mot est faible. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Alors évidemment, très peu d'entre eux ont accepté de signer ces contrats avec un manque d'éthique évident, qui nous met tous dans une position à laquelle j'aurais même pas imaginé être confronté un jour. Certaines personnes ont forcément accepté, peut-être en modifiant certains termes du contrat, en les discutant, mais quoi qu'il en soit, je les pardonne parce que je comprends que ce choix ait été fait dans la peur. Alors, si je me base uniquement sur la vidéo de Pierre, ce type de contrat ressemble beaucoup à des contrats d'exclusivité. Et en fait, ce serait tout simplement pour éviter qu'un prestataire ou même un collaborateur travaille à la concurrence. Bon, en soi, c'est légal, mais il est vrai que sur YouTube, c'est pas super bien vu, quoi. Donc voilà, en gros, j'en ai fini avec l'analyse de la vidéo de Pierre. Vidéo d'ailleurs dans laquelle j'ai délibérément zappé quelques passages. Non pas qu'ils soient pas importants, mais juste, je les trouvais pas forcément pertinents pour ma vidéo. Mais comme vous en doutez, Sylvain n'a pas tardé à réagir à cette vidéo. Et oui, parce que au-delà du fait qu'elle a dépassé le 1 million de vues en quelques heures, elle a eu d'énormes répercussions sur la dernière vidéo de Sylvain, mais aussi et surtout sur sa propre chaîne. Un pourcentage de dislikes énorme, mais aussi une perte d'abonnés vertigineuse, puisqu'on parle quand même de plus de 90 000 abonnés. Dites-vous que Sylvain venait tout juste de fêter d'ailleurs le 1 million d'abonnés. Et en vrai, c'est assez logique quand on y pense, qu'il ait raison ou non d'ailleurs, du fait qu'il revient avec un multiplat à dépourvu d'âme et que Pierre annonce qu'il l'a racheté à un prix dérisoire sans son accord. Forcément, on peut voir qu'à ce moment-là de l'histoire, Sylvain est le méchant. Surtout que là, on ne parle pas que d'une chaîne YouTube qui a eu des désaccords. On parle quand même d'une voiture financée par plus de 20 000 contributeurs. Donc forcément, beaucoup de personnes se sentent concernées au final dans cette histoire. Mais seulement, vous en doutez, tout n'est jamais tout blanc ou encore tout noir. Sylvain a du coup répondu à Pierre sous sa vidéo du retour du multiplat, mais également sur Twitter, de façon assez formelle mais claire. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai racheté en mon nom le multiplat à la société Villebrequin. Pierre n'a pas apprécié ce geste et a fait une vidéo à charge sur le sujet. Elle comprend des accusations graves, incite au harcèlement et prend à partie des tierces qui n'ont rien à faire dans cette histoire privée. L'idée de reprendre le multiplat me vient de Pierre lui-même. Il avait déjà entamé les démarches de son côté, sans m'en parler pour le récupérer et l'exposer dans son futur local. Son objectif était d'en faire un objet statique et de l'utiliser comme outil promotionnel. J'ai agi avant lui et j'assume à 100% la volonté de vouloir le faire rouler, en faire profiter les gens et assurer la promesse envers la communauté, le faire vivre. Je suis fier de m'être démené pour que les créateurs de ce véhicule puissent enfin le conduire et je déplore l'injustice de cette situation. Je n'alimenterai pas plus ce conflit stérile et je ne tomberai pas dans la critique envers une personne que j'aimais et que je respecte. Nous étions d'accord sur le fait de garder nos différends privés et je suis sincèrement peiné de voir Pierre utiliser cette discorde publiquement pour s'attirer une sympathie. Je n'ai reçu aucun message de la part de Pierre depuis plusieurs mois, malgré de nombreuses sollicitations. Et la seule communication qui m'a été accordée à ce jour est un courrier de son avocat. Suite à ce post, Sylvain a tout de même apporté quelques précisions sur toute cette histoire lors d'un live sur Twitch. Vous avez forcément vu, Pierre a fait une vidéo de 40 minutes sur sa chaîne, où il écrit des choses plus ou moins graves. Donc à la base, il y avait une réponse qui s'envisageait pour ça. De l'autre côté, on a quand même relevé dans la vidéo une série d'arguments lunaires. Sylvain va commencer par parler des fameux contrats d'exclusivité et va très vite débunk le fait que des personnes travaillant pour Sylvain ne pourraient pas travailler pour Pierre. J'ai vu beaucoup revenir le sujet des contrats. Il y a des gens qui travaillent pour moi, qui travaille aussi pour Pierre actuellement. Lucas Martin, par exemple, qui est parti au camping avec moi. Il travaille pour Pierre. Il est crédité dans des vidéos, c'est des infos publiques, tu vois. Tout le monde peut trouver. Il va aussi évoquer la vente du multiplat qui lui aurait coûté une somme à 6 chiffres pour finir par parler de la partie juridique du rachat. Donc le multiplat a été racheté. Il n'y a pas de procédure en cours. Et de toute façon, je ne me serais pas amusé à faire un truc illégal ouvertement, publiquement comme ça, quand même. Puis de toute façon, le sujet avait déjà été bossé, j'ai juste fait le move en sens inverse qui était en train de se préparer. Pour moi, la meilleure conclusion, c'est Fabien Olicard qui nous l'a donné. C'est là où il est important de parler de la notion de gris. Le très gentil, le très méchant, ça n'existe que dans les histoires et dans les films. Même si, sur des points comme sur le multiplat, il peut y avoir quelqu'un qui est complètement dans son bon droit et une autre personne qui a complètement tort. Je suis assez
persuadé que Sylvain est persuadé d'être une victime et que Pierre est persuadé d'être une victime finalement. Dans une histoire comme celle de Pierre et Sylvain, je vous recommande de suspendre votre jugement. Vous pouvez être en soutien de Pierre sans être contre Sylvain. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être que pour l'un et contre l'autre. Vous pouvez être pour l'un, mais pas nécessairement contre l'autre, sans tirer des conclusions hâtives sur le comportement de Sylvain ou vice-versa. En gros, soyons nuancés d'une manière générale. Mais maintenant, j'aimerais quand même finir avec ma propre conclusion. N'oubliez pas que dans ce genre d'histoire, plus vous creuserez et plus ce sera flou. En fait, il y aura toujours des zones d'ombre et même si vous espérez avoir la vérité sortir, vous l'aurez jamais. Et du coup, je peux que vous inviter à prendre du recul quand ce genre d'histoire apparaît. Écoutez bien le discours des deux côtés, renseignez-vous le plus possible, mais surtout, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester le plus à l'écart de cette histoire sur les réseaux parce que vous risquez malheureusement d'entrer dans des débats interminables et non constructifs. Et en vrai, à part perdre du temps et de l'énergie, eh bien vous n'allez rien faire d'autre. Enfin voilà mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. Faut savoir qu'au départ je voulais traiter d'un troisième sujet, mais les deux que je vous ai présentés étaient tellement lourdes à traiter que j'ai pas forcément jugé utile de vous ajouter un troisième sujet juste pour vous ajouter un troisième sujet. Oui, à la base je voulais parler de Nico Cado Avocado, voilà, mais ce sujet-là, il est aussi très long, donc peut-être que je le ferai sur la seconde chaîne, je sais pas encore. Mais en tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, merci beaucoup. Sachez que on est bientôt 500 000, donc si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, faites-vous plaisir. Également, merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, ça vous donnera le droit à 14 jours d'essai. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il est temps pour moi de vous laisser. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.